Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va parler d'un concept important pour la création de niveaux, comment enchaîner nos scènes et préparer un flow général de scène à scène au niveau du jeu tout entier. Parce que oui, en parallèle du flow à l'intérieur de chaque niveau, et qui est crucial puisqu'il permet d'indiquer le bon chemin, de guider les joueurs dans la découverte de notre monde et de maintenir leur intérêt, il est aussi essentiel de bien penser à relier nos scènes d'une façon ou d'une autre. Et même si on pourrait se dire qu'il suffit de les coller les unes aux autres, en fait, il faut également garder en tête deux points très importants quand on design ce flow à haut niveau. D'abord, les joueurs doivent toujours comprendre où ils en sont, et quelle est leur progression dans le jeu. Donc il faut essayer d'un peu les tenir au courant du début et de la fin de chaque scène. Et ensuite, les jeux, comme n'importe quel logiciel, ont besoin de charger des ressources pour afficher tout ce qu'il faut à l'écran. Donc les scènes doivent être chargées, et plus elles sont compliquées, plus ce temps de chargement va être long. Du coup, il faut bien prendre ça en compte et ne pas oublier ces limitations techniques quand on prépare son expérience cross-scène. Une bonne façon de résoudre les deux problèmes à la fois, c'est de juste intégrer un écran de sélection de niveau, ou un système de hub comme celui de Crash Bandicoot. C'est une solution simple et ça permet aux joueurs de clairement voir leur progression et d'appréhender le scope de l'aventure. On peut même rajouter des niveaux ou des étages supplémentaires qui ne se débloquent qu'après avoir terminé certains défis, pour encore accentuer cet effet d'accomplissement et de récompense pour les joueurs. Sauf que cette technique est aussi assez discutable en termes d'immersion. Ici, on montre très clairement, et de manière un peu artificielle, les liens entre les niveaux. Exposer toutes ces scènes comme ça, c'est rarement logique du point de vue de l'histoire du jeu. Et même quand c'est plutôt le cas, par exemple tourner les pages du livre de Storyteller ne casse pas avec le reste de l'expérience, et c'est toujours chouette de se balader sur la carte des niveaux de Mario, ce genre de menu de sélection de niveaux n'en reste pas moins un moment de gameplay très spécifique, avec un tempo à part. Évidemment, au fil des années, les créateurs de jeux ont imaginé de nouvelles façons de lier leurs scènes entre elles, et en particulier de les lier de manière plus discrète. Pensez à un jeu en couloir scripté comme The Last of Us. Dans ce jeu, les joueurs avancent dans l'histoire comme dans un film, sans grande pause pour choisir et charger le chapitre suivant. Donc même si le jeu contient clairement plusieurs scènes, avec différents lieux, moments et personnages, ces scènes sont intelligemment agencées pour plus donner l'impression d'une seule longue épopée. Comme expliqué dans cette super vidéo de l'équipe d'Outside Xbox, cette même philosophie a aussi été utilisée pour pas mal de jeux connus, qui ont déguisé leur écran de chargement et leur transition de scène en scène de plein de façons. Par exemple, les ascenseurs diablement lents du premier Mass Effect, l'ouverture des portes de Resident Evil, ou les mouvements de caméra bien stylés au début des combats de Final Fantasy. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un très bon cas d'exemple, Batman Arkham Asylum a très bien géré cette difficulté, puisqu'il n'y a pas vraiment de gros écrans de chargement à travers le jeu. Ça, c'est parce que l'aventure se déroule beaucoup dans des petites pièces et couloirs qui sont rapides à charger, ou qu'il y a un moment d'admiration du panorama quand on arrive dans une zone plus large pour laisser au jeu le temps de récupérer toutes les ressources. Et bien sûr, il y a aussi ce ralentissement soudain du pas de Batman dès qu'il se met à discuter avec Oracle. Bon ok, tout ça c'est très bien, mais il y a un autre type de jeu bien plus cauchemardesque pour les designers quand on réfléchit au temps de chargement, les open world. Et oui, dans ces jeux, on dit quand même explicitement aux joueurs qu'il n'y a pas de niveau, pas d'écran de chargement, et qu'ils pourront grosso modo aller partout quand ils le souhaitent. Un beau défi pour nous autres créateurs de jeux, n'est-ce pas? Certes, mais heureusement, on a aussi quelques astuces pour gérer cette situation. Ce qu'il ne faut pas oublier en tant que level designer, c'est qu'un jeu a toujours des niveaux. Ils peuvent être fusionnés en un seul grand monde par une jolie route, mais chaque château d'Elden Ring est un lieu en soi, et chaque île dans Breath of the Wild a sa propre logique. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas séparées par un gros écran de chargement qu'on ne peut pas designer les différentes zones de son open world une par une, et ensuite les connecter de façon sympa. De nos jours, les moteurs de jeux modernes peuvent nous aider à dissimuler ces ruses d'open world découpées en un patchwork de petites scènes,
en coupant l'environnement en morceaux assez petits pour être chargés instantanément et en préparant des objets à basse résolution dans le lointain pour suggérer aux joueurs qu'il y a plus à découvrir derrière l'horizon. Enfin bref, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto de level design et que vous avez appris quelques trucs sur les transitions entre les scènes et les écrans de chargement, déguisés ou non. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.